Le 20 octobre dernier, le mont Aso, le plus grand volcan du Japon, est entré en éruption, provoquant d'impressionnantes coulées pyroclastiques, heureusement sans faire de victimes. Presque au même moment, dans l'océan Pacifique, à 1200 km au sud de Tokyo, l'activité du mont Suribachi sur l'île d'Iwo Jima faisait remonter à la surface 24 épaves de navires coulés durant la Seconde Guerre mondiale. Quelques mois plus tôt, dans cette même zone du Pacifique, une autre éruption avait donné naissance à une nouvelle petite île. L'année 2021 aura donc été plutôt riche en événements de nature volcanique dans l'archipel nippon. Et c'est donc l'occasion rêvée de nous intéresser de plus près à cette activité particulièrement présente au pays du soleil levant. Au point qu'il en est même question dans Dragon Ball Z, figurez-vous. Non, je ne vous mens pas. Regardez. Les volcans en activité sont peu nombreux, mais ils peuvent se réveiller à n'importe quel moment. Alors, vous voyez bien ? Bon, allez, trêve de plaisanterie, minasan, bienvenue dans le Japon de Doc Japan. Dans notre vision occidentale classique, lorsqu'on pense volcan, on a immédiatement des images bien connues qui nous viennent à l'esprit. L'Etna, la Soufrière, le mont Saint-Hélène, le Pinatubo, j'en passe et des meilleurs. On visualise les coulées de lave, les énormes explosions de magma au niveau du cratère, et les exemples comme ceux que je viens de citer ne manquent pas, ne serait-ce qu'en Europe. Alors que concernant le Japon, lorsqu'on pense catastrophe naturelle, on fait plutôt référence au séisme, au typhon, voire au tsunami. Pourtant, c'est oublier un peu trop rapidement que le Japon est lui aussi en proie à une intense activité volcanique depuis toujours. Seulement voilà, le Japon, c'est loin. Et puis qui connaît des volcans comme le Sakurajima ou le mont Aso ? D'ailleurs, lorsque l'un d'eux entre en éruption, c'est à peine si on en parle aux infos par ici. Forcément, pas de coulée de lave ou d'explosion spectaculaire, pas de victimes par milliers. Oui, désolé de dire ça, mais d'un point de vue journalistique, de nos jours, c'est pas hyper vendeur. Et puis, si on oublie une seconde que je viens d'en citer deux à l'instant, quel volcan vous vient immédiatement en tête si je vous demande de m'en citer un seul au Japon ? Le Fuji, évidemment. Sauf qu'aucune personne en vie aujourd'hui ne l'a jamais vu en éruption, et qu'il a davantage l'air d'une image de carte postale plutôt qu'un géant assoupi qui risque de se réveiller un jour. Et pourtant, le Japon compte à ce jour pas moins de 110 volcans actifs, dont près de la moitié peuvent entrer en éruption au cours de ce siècle. C'est quand même pas rien. Et c'est pas un hasard quand on connaît un peu les origines géologiques du pays. Alors, inutile de commencer à paniquer. Oui, on va commencer par ça, mais c'est promis, je vais faire court et on va simplifier au maximum. Non, parce que je sens que si je vous parle de volcans andésitiques ou toléitiques, vous n'allez pas aimer. Pour rester concis et simple à la fois, commençons par des choses dont beaucoup ont sans doute déjà entendu parler. Le Japon est situé sur ce que l'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, une zone d'intense activité sismique et volcanique qui, en gros, fait le tour de l'océan Pacifique. Ces zones sont dites de subduction. Mais dis donc, Jamy, c'est quoi une zone de séduction ? De soupe de... Enfin, comme tu dis, là. Eh bien, mon cher Doc Japan, une zone de subduction, c'est tout simplement l'endroit où deux plaques tectoniques se rencontrent et où l'une des deux va donc glisser sous la première. Alors forcément, ce ne sera pas sans conséquence, puisque ça va créer de gros bouleversements à la surface. Disons, pour simplifier toujours à l'extrême, que le rebord de la première plaque va se fissurer, se craqueler. C'est ce qui génère notamment les séismes, mais également qui va permettre au magma de remonter via les fissures qui se sont créées. Et cela va créer des volcans. Voilà, bravo, tu as tout compris. Le cas du Japon est cependant un peu plus complexe, car les mouvements tectoniques ont également provoqué son détachement de l'immense plaque eurasienne, il y a environ 15 millions d'années,
et la création de la mer du Japon qui le sépare désormais du continent. Par ailleurs, comme si cela ne suffisait pas, une troisième plaque, la plaque des Philippines, est venue jouer les troubles fêtes, créant ainsi non pas un seul, mais 2 arcs volcaniques. Ce qui veut dire que si on part du principe que le Japon est en fait un arc volcanique, à lui tout seul, il existe un second arc qui débute au sud de Tokyo, dans la péninsule d'Izu, et qui se prolonge dans le Pacifique, notamment vers les îles dont je parlais en début de vidéo, comme Iwo Jima par exemple. Tandis que le premier arc, lui, se prolonge vers les Ryukyu, c'est-à-dire vers les îles d'Okinawa, au sud de Kyushu. Bon, je sais, là, ça commence à se compliquer. Donc on va en rester là pour la partie géologie. Pour résumer, on peut simplement dire que le Japon est un arc volcanique créé par la rencontre de plusieurs plaques tectoniques. Voilà ce qui explique la présence d'un si grand nombre de volcans dans le pays et pourquoi ils sont toujours en activité. Avec plus d'une centaine de volcans actifs dans le pays, il n'y a que l'embarras du choix. Mais alors, par où commencer ? Par le plus grand, par exemple. Celui qui a justement fait parler de lui récemment avec une nouvelle éruption, la 3e en moins de 10 ans, le mont Aso. Situé dans le sud du Japon, sur l'île de Kyushu, le mont Aso est une immense caldeira d'environ 25 km de diamètre, dans laquelle on trouve pas moins d'une quinzaine de cratères, ce qui en fait un véritable complexe volcanique. Alors petit point vulgarisation scientifique, une caldeira c'est juste une formation volcanique particulière. Pour vous donner une image qui parlera à tout le monde, imaginez un œuf sur le plat. Vous voyez ? Bon, si d'habitude on voit plutôt des volcans en forme de cône, bien dites-vous qu'une caldeira, c'est plutôt un volcan en forme d'œuf sur le plat. Très évasé et très large. Et je demande pardon pour cette extrême simplification et cette image pour le moins curieuse à tous les spécialistes en vulcanologie ou géologie qui passeraient par ici. Gomen nasai. Parmi les cratères les plus réputés et aussi les plus visités du mont Aso, on trouve le Nakadake, qui est le plus grand et le plus actif. C'est d'ailleurs celui qui est entré en éruption en octobre. Le Takadake, qui est le plus élevé avec ses 1592 mètres d'altitude, ou encore le Nekodake, considéré comme le plus ancien. Alors, autant je comprends les noms donnés aux 2 premiers, qu'on pourrait traduire par cratère de l'intérieur et haut cratère. Mais le 3e, j'avoue, Nekodake, non là je donne ma langue au chat. Comme de nombreux volcans japonais, Aso fait partie d'un ensemble, puisqu'il se situe à proximité immédiate de 2 autres volcans bien connus des vulcanologues, et eux aussi très actifs. Le mont Unzen, qui se trouve à 75 km à l'ouest, et le Sakurajima, à 150 km au sud dans la préfecture de Kagoshima. Malgré son nom qui paraît très bucolique au premier abord, puisqu'on pourrait le traduire par l'île aux cerisiers, le Sakurajima est sans doute un des volcans les plus actifs et les plus dangereux du Japon. Volcan de type explosif, il est en constante activité depuis 1995, avec une moyenne de 200 à 300 explosions par an, le record ayant été atteint en 2010 avec 550 explosions. Sa dernière grosse éruption en date remonte au 29 avril 2017 et a provoqué un nuage de cendres d'une hauteur de 4 km. Il est en conséquence très étroitement surveillé car situé dans la baie de Kagoshima, ville dont la population dépasse les 600 000 habitants, et le risque de nuée ardente et de tsunami est bien réel. Pour vous donner une petite idée du monstre, depuis l'éruption de 1914, il porte encore plus mal son nom car la lave qui s'en est échappée à cette occasion a carrément comblé le détroit qui le séparait de Kyushu. Par conséquent, ce n'est désormais plus une île. Et en termes de dangerosité, le dernier membre du trio, le mont Unzen, n'est pas en reste, puisque c'est à cet endroit qu'en 1991, les vulcanologues Katia et Maurice Kraft ont trouvé la mort dans une nuée ardente. Et croyez-moi, ces gens-là, c'était pas des lapins de 6 semaines dans leur domaine. Bien au contraire, on peut même parler de sommité. Alors comme quoi, on n'est jamais trop prudent avec les volcans, et même les plus grands experts ne sont pas à l'abri d'un drame. Enfin, impossible de refermer ce chapitre sur les principaux volcans japonais sans évoquer celui dont la forme de cône quasi parfaite est reconnaissable entre 1000 partout dans le monde, le mont Fuji. Situé sur l'île principale de Honshu, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Tokyo,
Il s'agit également du point culminant du pays, avec ses 3776 mètres d'altitude. Aux yeux des Japonais, il est considéré comme une divinité à la fois du feu, de la terre et du ciel. C'est un véritable kami. Même la religion bouddhiste lui accorde une symbolique sacrée en raison de sa forme symétrique et si épurée qui évoque la forme de la fleur de lotus emblématique de Bouddha. Depuis l'époque d'Edo, le mont Fuji est devenu un lieu de pèlerinage, aussi bien pour les shintoïstes que pour les bouddhistes. De nos jours, il est ouvert au public durant les 2 mois d'été et touristes et locaux s'y pressent par milliers pour en faire l'ascension et avoir la chance de contempler le lever du soleil depuis son sommet. Une expédition qui demande toutefois une très bonne condition physique et comme le dit le proverbe japonais, celui qui gravit le mont Fuji est un sage, celui qui le fait 2 fois est un fou. Alors pour ma part, je ne suis ni sage ni fou, enfin en tout cas selon le proverbe, car je n'ai pas eu l'honneur jusqu'à présent de faire cette ascension, notamment, disons, pour des raisons de conditions physiques qui, ne sont pas idéales, voilà. Mais ça fait partie des choses à faire qui sont sur ma to-do list, ça c'est sûr, lors d'un prochain voyage au Japon, j'espère. Et en parlant du mont Fuji, petite précision que beaucoup connaissent sans doute, mais il est toujours bon de le rappeler, le nom Fujiyama provient d'une erreur de transcription des kanji qui composent son nom. La bonne prononciation est Fujisan, comme pour tous les noms de montagnes en japonais d'ailleurs, puisque le dernier caractère a cette signification. Mais comme la plupart des kanji, il possède plusieurs lectures différentes selon le contexte. Et il n'y a que lorsqu'il est seul, ou pour désigner la montagne en général, qu'il se prononce Yama. Donc, dorénavant, quand vous entendrez quelqu'un parler du Fujiyama, vous aurez le droit de vous la péter en lui expliquant qu'il se trompe et pourquoi. Fatalement, avec un tel palmarès volcanique, il n'est guère étonnant qu'au cours de son histoire, le Japon ait connu un certain nombre d'éruptions particulièrement violentes et meurtrières. Nous évoquions à l'instant le mont Fuji, qui est toujours considéré comme actif, ce qui peut sembler étrange compte tenu de son calme quasiment olympien comparé à des volcans bien plus nerveux comme le Sakurajima ou l'Aso. Pourtant, le mont Fuji est seulement endormi, et ce depuis à peine 300 ans, sa dernière grosse éruption remontant à l'an 1707. Alors vous me direz, 300 ans, c'est déjà pas mal. On pourrait peut-être considérer qu'il est pratiquement éteint, non? Alors là, pas du tout. Mais alors, du tout. Déjà parce que je vous rappelle ce que l'on a dit tout à l'heure sur la géologie du Japon, on est sur un arc volcanique formé par une zone de subduction. Donc, il y a peu de chances qu'un volcan s'éteigne tant que la zone est active en dessous de la croûte océanique. Et d'autre part, 300 ans, à l'échelle géologique ou volcanique, c'est franchement rien du tout. Nada, peanuts. Genre, on peut dire qu'il fait une micro-sieste. Le mont Fuji est né voici plus de 600 000 ans. Et il a eu largement le temps de provoquer pas mal de dégâts. Mais on retient notamment l'éruption de l'an 864, que l'on a surnommée l'éruption de Jogan, et qui fut d'une puissance telle que la lave a divisé en 2 le lac Senoumi, formant ainsi les lacs actuels de Saiko et Shokijo. Cette éruption est la plus violente et la plus ancienne du mont Fuji que l'on connaisse, notamment parce que toutes les précédentes n'ont pas été recensées. Pour mémoire, rappelez-vous qu'avant le 8e siècle, il n'existait aucune trace écrite de l'histoire du Japon. Et là, je vous renvoie, si vous ne l'avez pas vu, à ma vidéo précédente. Étant donné ce que l'on a déjà dit sur lui, il n'est pas étonnant de retrouver le Sakurajima au palmarès des plus grandes éruptions volcaniques que le Japon ait connues. Et c'est effectivement celle de 1914, dont nous avons déjà un peu parlé, qui retient l'attention, notamment parce que c'est la mieux documentée. Mais il est évident que d'énormes éruptions ont eu lieu sur ce volcan par le passé, la plus ancienne remontant à 6200 ans avant notre ère. Quoi qu'il en soit, lorsque le volcan entre en éruption le 11 janvier 1914, cela fait suite à un sommeil de près d'1 siècle. Mais heureusement, une série de secousses sismiques les jours précédents ont permis d'alerter la population de Kagoshima qui fut évacuée. Il y aura malgré tout 35 victimes lors d'un nouveau séisme survenu après 2 jours d'éruption le 13 janvier. À partir de là, l'activité du volcan s'étendra sur plusieurs mois, enchaînant les coulées de lave, chose plutôt rare au Japon où le type de lave particulièrement visqueuse ne permet pas ce genre de coulée.
Comme je l'ai dit plus tôt, cette éruption entraînera notamment la fermeture du détroit entre l'île de Kyushu et le volcan. Mais si vous pensez que c'est là la plus grosse éruption dans le secteur, vous êtes loin du compte. Car le Sakurajima se situe en fait sur le bord d'une caldeira, presque aussi grande que celle du mont Aso, et qui est aujourd'hui entièrement recouverte par la mer, et donc au fond de la baie de Kagoshima. Il s'agit de la caldeira d'Aira. Cette caldeira s'est formée il y a 22 000 ans, au cours d'une éruption gigantesque, dont je vous laisse imaginer l'ampleur. Mais bien entendu, encore une fois, la palme revient au mont Aso, dont la dernière phase de sa formation, il y a 80 000 ans, fut aussi la plus violente. Elle correspond d'ailleurs à l'effondrement de la caldeira. À cette occasion, le volcan a émis des coulées pyroclastiques qui se sont propagées sur la moitié de l'île de Kyushu et a projeté des cendres dans toute l'île et même au-delà, jusque sur l'île de Honshu à plus de 200 km. La première éruption ayant été recensée date de l'an 533 et 160 autres éruptions ont eu lieu depuis au mont Aso. Malgré cela, la caldeira est aujourd'hui un parc national très visité et lorsque le cratère de Nakadake n'est pas en éruption, il constitue une zone touristique incontournable de la région, notamment en raison de son lac de cratère de couleur bleu turquoise, toujours entouré de fumerolles et émanations gazeuses toutefois. Et oui, les volcans, bien que pouvant se révéler extrêmement dangereux comme on a pu le voir, sont aussi des endroits fascinants et absolument magnifiques pour certains, comme le Nakadake du mont Aso. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir jusqu'ici, mais lui aussi figure sur ma to-do list. J'avais d'ailleurs prévu de m'y rendre lors de mon prochain voyage qui devait avoir lieu en 2021 et qui est malheureusement remis à plus tard, notamment pour les raisons que vous connaissez bien sûr. Mais dans la catégorie lac de cratère aux couleurs sympas, j'ai tout de même eu la chance lors de mon précédent voyage de voir celui du mont Zao, dont on n'a pas parlé ici, c'est vrai, situé beaucoup plus au nord dans la région de Yamagata et qui vaut le coup d'œil également. Sans parler du fait qu'il est quand même beaucoup plus calme que ceux que j'ai évoqués dans cette vidéo. Pour terminer sur une note positive, n'oublions pas que le Japon a su tirer un très bon parti de son activité volcanique, puisqu'avec ses nombreux volcans, il bénéficie d'un des plus grands parcs de sources thermales au monde, et que l'on trouve ainsi des centaines voire des milliers de onsen et autres rotenburo à travers tout le pays. Une expérience à tenter absolument lorsque vous allez au Japon. Expérience que j'ai justement pu faire entre autres au mont Zao, mais également à Kyushu, et dont nous aurons bien sûr l'occasion de reparler dans une future vidéo au moins. Enfin, je veux dire, parler des onsen et des sources chaudes bien sûr, pas de ma petite expérience perso en ces lieux, ça tout le monde s'en fout. Quoi qu'il en soit, ce sera tout pour ce petit tour d'horizon volcanique du Japon, j'espère que ça vous a plu, et surtout que je vous ai pas trop saoulé avec les aspects géologiques de la chose. J'ai vraiment essayé de rester le plus simple et le plus clair possible tout en faisant court, ce qui n'est pas forcément évident lorsqu'on est comme moi un passionné de ce domaine. Je pense que vous avez sans doute dû le remarquer. Alors j'avoue, je suis très content d'avoir fait cette vidéo qui réunit deux de mes grandes passions, le Japon bien sûr, et la géologie. Enfin, les mécanismes qui façonnent la Terre surtout. Si j'ai réussi à vous y intéresser aussi, ne serait-ce qu'un tout petit peu, j'en serais tout simplement ravi. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis comme toujours, je compte sur vous pour liker, partager la vidéo le plus possible, c'est très important, tout comme le fait de vous abonner à la chaîne naturellement. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Matane!